la maison, il n'en restait rien. Il y avait les murs, mais tout l'intérieur était brûlé. Et la seule chose qu'ils aient retrouvée, c'est une assiette dans les décombres. Alors je me souviens que mes parents, à ce moment-là, 48 et 47 ans, ou 46 ans, ma mère s'est mise à pleurer. Mon père l'a prise dans ses bras. Il lui a dit, ne pleure pas, on est tous en vie. Voilà. Et là, il a fallu recommencer à vivre. Et je dois dire que pendant très longtemps, personnellement, dans cette maison de la rue de 40 ans qui n'avait de maison que le nom, car c'était une ruine, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait plus de toiture, le cellier avait écroulé. Et dans cette maison qu'on a rafistolée tant bien que mal, on a vécu pendant 9 ans dans cette maison. Et dès le lendemain, après les Américains, on avait du boulot dans les fermes. Et on a eu des prisonniers de guerre aussi, après la guerre, des regroupements de soldats qui cherchaient, qui se plaçaient dans les fermes. C'était des accords, tout ça. Et beaucoup partaient en congé au bout d'un certain temps, mais ils ne revenaient pas. Mais le nôtre, il est revenu. C'est vrai qu'il parlait anglais, lui, déjà. Très consciencieux. Et il y a eu une autre dame aussi, qui trayait ses vaches. Elle les ramassait dans son tablier. Elle ramassait les mines, sans se méfier du danger. On parlait de M. Blaise, qui était maire à Montgardon. Son père, il a sauté sur une mine en 1945, un an après, avec sa charrette, son cheval. Donc la mine était dans le chemin, puis il avait fait au moins 100 voyages, puis le dernier. Et lui, à l'époque, je crois qu'il avait 10 enfants. D'abord, il a fallu déblayer les ruines, sortir les cadavres qui pouvaient subsister. Là, on a trouvé des inconnus qu'on n'a jamais identifiés. On a trouvé aussi des morceaux de cadavres qu'on déposait dans une petite chapelle ardente qu'il y avait à l'hôpital, là, hein, et ça a duré des mois, ça a duré presque des années. Au fur et à mesure qu'il y avait un terrain libre, la commune faisait venir, autant que faire se pouvait, des baraques. Il y a eu des baraques françaises, des baraques suédoises, des baraques finlandaises, il y a eu tout un tas de baraques. Et dès qu'il y avait un espace libre, on installait une baraque. Et puis quand tout a été déblayé, mais ça a demandé des mois, il a fallu faire un remembrement de ce qui restait des ruines, c'est-à-dire que les petits murs, les restes de petits murs, on a déblayé le tout de manière qu'il ne reste que quelques dizaines de centimètres de murs pour qu'on puisse déterminer les maisons de chacun. Et là, à partir de là, on a fait un remembrement des terrains. Hein. Et puis, certaines personnes n'ont pas voulu reconstruire parce qu'elles étaient arrivées à l'âge de la retraite. C'est à ce moment-là qu'on a construit cette cité, la cité Saint-Pierre, qui a été construite en partie avec des ruines, des pierres, des ruines de Perrier. Et alors certaines personnes qui ne voulaient pas attendre la reconstruction se sont vues attribuer ces maisons-là. C'était le cas de cette maison-là, hein, qui a été attribuée à une personne âgée qui ne voulait pas attendre la reconstruction. Et pour les autres, il a fallu après évaluer les dommages. Alors les dommages, ça a été fonction du volume de ruines. Vous aviez une maison à 1 étage, à 2 étages, à 3 étages. Hein, les ruines n'étaient pas les mêmes. Et puis il y a eu la vétusté. Il fallait savoir aussi si ces maisons étaient récentes, si elles avaient été plus anciennes. Il y a eu le mouvement, le MRU, le mouvement de reconstruction et d'urbanisme. Il y a eu plusieurs organismes, il y a eu des syndicats, ça a duré des années.
Il a fallu donc déterminer le montant des revenus, des dommages de guerre qui revenaient à chaque sinistré. Et si vous regardez bien la rue de Saint-Lô, vous verrez que tout le devant de la maison, des maisons, c'est de la pierre de taille, et derrière, ce sont des agglos. Parce que, évidemment, les dommages diminuaient au fur et à mesure des constructions. Moi, je vais vous dire franchement, ma jeunesse a été fichue. Bon, oui. Parce qu'il a fallu les années 50 pour que ça redémarre. Les tickets ont duré jusqu'à 49 ans. On a une menace d'un dictateur que vous devinez qui c'est. On a cette menace-là. On pensait que ça serait jamais renouvelé en Europe. Ça a été ma grande surprise, l'invasion de l'Ukraine. Qu'en fait, la paix n'est jamais gagnée sur un continent. Elle n'est jamais gagnée sur un continent, la paix. Voilà, ce serait ça. Il ne faut pas que les jeunes se découragent, mais il faut qu'ils maintiennent toujours des choses, le respect, la paix, le respect d'autrui. Hein. Toutes les vertus qu'on apprenait à l'école en entrant le matin. On avait tous les matins un cours d'éducation civique, tous les matins. Et on apprenait ce que c'était que le droit, ce que c'était que la politesse, ce que c'était la bonté, le respect aux parents, aux personnes âgées, tout ça. Hein, tous les jours, on avait ça. Et on garde ça toute sa vie. Voilà ce qu'on peut dire des enfants. Il faut, et puis surtout, qui maintiennent la paix et qui conservent l'espoir en la vie, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je me souviens que lorsque on était à l'école dans cette maison de cet ancien magasin là où on jouait à l'école, eh bien on sortait encore et on apprenait des chansons et on chantait notamment « Vous qui nous regardez passer sous le soleil et sous l'orage, peut-être bien que vous pensez que nous avons bien du courage pour ainsi nous harrasser à courir le long des routes. Vous ne savez ce que c'est. Vous n'aurez jamais sans doute une fleur au chapeau, à la bouche de chanson, un cœur joyeux et sincère. Et c'est tout ce qu'il faut à nous autres bons garçons pour aller au bout de la terre. Voyez-vous, on avait l'espoir, on avait la jeunesse, on avait la vie devant nous. Eh bien, la vie nous l'a rendu et on a grandi. Et puis on a surmonté tout ça.